Bonsoir. Alors, je vais poser une question pour commencer. Est-ce qu'il y en a qui ont, comme moi aujourd'hui, des chaussures Veja, soit là dans la salle, soit chez eux, ou soit ils ont des copains qui ont des chaussures Veja? Est-ce que vous pouvez la main, ceux qui sont dans ce cas-là? C'est un petit sondage. Alors, voilà, il y en a un petit peu. Pas tant que ça, merci. Vous pouvez redescendre là, le bras. Alors, ceux qui ne connaissent pas les chaussures Veja, c'est une marque qui est réputée pour être très éco-responsable. Il y a beaucoup de matériaux recyclés dans la chaussure. Le coton est 100% bio. Ils ont remplacé le cuir par une matière végane biosourcée. Ah, ça doit être bien de travailler chez Veja. Ça, c'est un boulot qui a du sens. On fait des chaussures écolo. Et puis, le secteur de la chaussure n'est pas tellement polluant. Quoique, si on réfléchit bien, bon, faut quand même la fabriquer, cette chaussure. Donc, on a dit qu'il y avait des matériaux, il faut déjà extraire tous les matériaux. Il faut aussi fabriquer les chaussures. Ça émet du CO2 déjà, tout ça. Bon. Et puis, il ne faut pas oublier les autres limites planétaires. Extraction des ressources, donc il y a les ressources qu'on prend, impact sur la biodiversité et production de déchets à chaque fois qu'on va les jeter. Est-ce que vous savez, en France, combien on achète chaque année de paires de chaussures? Il y en a qui disent beaucoup, c'est pas faux. Chaque année, on achète plus de 400 millions de paires de chaussures, des paires. Ça fait beaucoup, 400 millions. Ça fait plus de 5 paires par personne. C'est quand même pas mal. Bon, et alors les déchets, on parlait tout à l'heure, ça fait combien de déchets dans tout ça? Eh bien, les déchets, on en a plus de 300 millions de paires de chaussures jetées à la poubelle chaque année. Ça fait beaucoup, tout ça. Beaucoup de déchets. Bon, mais vous me direz maintenant, tous ces sujets-là, on connaît, on maîtrise. Alors, il doit y avoir forcément un plan quelque part pour diminuer le nombre de déchets sur le secteur de la chaussure. Alors, pas tant que ça, et c'est un petit peu le problème. Les déchets des chaussures, voilà, on peut difficilement recycler. Il y a plus en moyenne 13 matériaux différents dans la chaussure. Ça peut monter jusqu'à 40 matériaux différents pour des chaussures de sport. Donc pour recycler ça, c'est pas facile, il faut tout séparer. Bref, c'est un casse-tête et on le fait très peu. Ce qui fait que le sujet est mal traité. Et le secteur de la chaussure, lui, ce qu'il veut surtout, c'est se développer. La Fédération des détaillants en chaussures de France, leurs deux gros sujets aujourd'hui, c'est le développement. C'est l'aménagement de la période des soldes et la concurrence avec les boutiques en ligne. Le secteur de la chaussure, s'il pouvait arriver à vendre 500 millions de paires de chaussures par an, il serait très content. C'est la logique du modèle en place. Toujours plus. Ce qu'on veut dire par là, c'est que concevoir une chaussure éco-responsable, écolo, c'est forcément très bien, mais ça n'en fait pas pour autant un secteur qui est soutenable. Si le secteur, il veut toujours faire plus, développer plus, vendre plus. Produire plus, vendre plus, c'est un modèle de travail qu'on appelle le productivisme. Et ce modèle-là, ça ne marche pas bien avec le fait d'essayer de sortir de la société de consommation, acheter moins, les notions de sobriété dont on parle tous maintenant. Et c'est vrai sur les autres secteurs également, qui n'a pas en tant que salarié dans sa boîte comme objectif la croissance, la compétitivité, l'innovation. Un entrepreneur, un indépendant, forcément, il veut développer sa boîte. C'est normal. Le message premier est de dire que le travail, tel qu'on le connaît aujourd'hui, doit s'adapter fortement. Car le productivisme est incompatible des limites planétaires et de la notion de justice sociale dont on va parler tout à l'heure. Pour faire simple, on pourrait dire que décarboner un secteur, c'est très loin d'être suffisant. Et le travailleur dans tout ça? Nous, les humains des pays dits développés, sommes de plus en plus nombreux à être conscients des enjeux socio-écologiques. Et que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous mener ces adaptations que nous allons devoir mettre en œuvre? Nous sommes aux prémices d'une démarche collective de sobriété qui, au travers de nos actes de travail,
nous mène, selon Arthur Keller, en tant que rouage d'un système qui est extractiviste, productiviste, consumériste, croissanciste et pollutionniste. C'est pas rêver tout ça. Et qui du coup a servi les vivants, dont nous faisons partie. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Et tous nos actes de travail y participent. Que ce soit la personne qui participe à extraire le pétrole, le pilote de ligne, le banquier, ou encore le professeur, l'infirmière, le fabricant de chaussures, toujours plus de chaussures comme nous expliquait Bruno, le détaillant de cuir, toujours plus de cuir, mais aussi le juriste, le cuisinier, la secrétaire, qui participent à leur niveau à faire fonctionner la société. Nous sommes au final face à de plus en plus de déshumanisation qui, dans le cadre du travail dit moderne et industrialisé, nous amène à des pertes de sens et à des dissonances cognitives qui sont croissantes. Je parle de déshumanisation parce qu'aujourd'hui, le travailleur, c'est un élément interchangeable d'un système scientiste, mesuré pour contrôler, et techniciste. Mais il est aussi vu comme une ressource, au même titre que la biosphère, dans un système qui, au final, est complètement, on va dire, un monde de rationalité économique. Face à ces pertes de sens grandissantes, la question qu'on se pose, et qui est en lien avec la manière dont le travail est découpé en sous-tâches, où tout le monde est devenu spécialiste, c'est comment faisons-nous pour garder au final une vision de la finalité de l'objet pour lequel on participe et de la finalité même de l'activité de notre entreprise ou de notre environnement de travail. Nous pensons que le travail au final n'est plus là pour servir le bien commun, mais qu'il nous a servi à des besoins croissants de contrôle et d'enrichissement d'une petite minorité. Aux ateliers ICAR, l'association dont nous faisons partie tous les trois, nous sommes convaincus que la dimension du travail et non d'emploi, on insiste bien sur cette différence, pour vivre dans des sociétés respectueuses des ressources et de la biosphère, des écosystèmes, doit se faire à travers des organisations et des discussions démocratiques. Un bon exemple récent a été la Convention citoyenne pour le climat. Mais aussi dans un partage peut-être un peu plus juste du travail, entre les activités mentales et les activités manuelles. Tout ça dans un objectif de justice sociale. Pourquoi appelons-nous travail l'activité de la nounou qui garde nos enfants et pas le fait de pouvoir choisir d'éduquer nous-mêmes nos enfants? Il en va de même au final pour la production et la transformation de nourriture, mais encore pour la construction de nos maisons, nos habitats, ou de la même manière pour tout ce qui concerne la réparation des différents objets du quotidien, nos vélos, nos voitures, les différents objets électroniques qu'on peut utiliser. Pour nous, le travail doit faire face à une nécessaire adaptation pour se transformer et ne plus devenir que marchand, comme il l'est aujourd'hui. Et il doit aussi être plus justement partagé pour répondre aux réels besoins sociétaux et des territoires. Donc le deuxième message qu'on souhaiterait vous faire passer, c'est que le travail doit être repolitisé, du grec politikos, qui participe à l'organisation de la cité, afin de, au final, pouvoir répondre aux réels besoins sociétaux et à la mise en place d'actions individuelles et collectives. Alors, que fait-on ? Que fait-on face à ce qui vient de vous être dit ? Comment fait-on pour concilier travail et enjeux écologiques et sociaux ? Eh bien, au sein des ateliers ICAR, notre association, nous pensons qu'en tant que travailleurs, nous pouvons et nous devons agir. À titre individuel, Fred a changé de voie. Bruno et moi, on est tous les deux passés à 80%. Ce 80%, ça nous a permis de retrouver du temps, de reprendre possession de notre temps,
Car souvent, pour agir, c'est le temps qui nous manque et ne pas constamment avoir l'impression d'être sous l'eau, sous la vague. Je vais maintenant vous parler d'une expérimentation concrète et collective que nous allons mener au sein des ateliers ICAR. Il s'agit d'une expérimentation de la polyactivité. Polyactivité, tout simplement, ça veut dire avoir plusieurs activités professionnelles. Donc en général, une activité principale et une activité plus secondaire. Au sein des ateliers ICAR, on pense que la polyactivité, ça peut être un moyen de partager, de rééquilibrer le travail. Notamment entre un travail qui est purement mental, un peu de bureau, dit intellectuel, et un travail qui peut être physiquement pénible, qui est souvent peu valorisé socialement et qui pourtant répond à des besoins vitaux essentiels. Et nous pensons tout particulièrement au secteur de l'agriculture, surtout dans une région telle que la nôtre, l'Occitanie. D'autant que des associations telles que l'Atelier Paysan ou encore le Shift Project ont montré, ne serait-ce que pour respecter l'accord de Paris, qu'il faudrait un retour vers ce secteur de l'agriculture, beaucoup plus de main-d'œuvre dans le secteur de l'agriculture si nous voulions développer une agriculture paysanne et agroécologique. Eh bien, nous pensons que la polyactivité, ça peut être un moyen d'organiser ce changement de voie, plutôt que de faire le grand saut, ou alors simplement de partager le travail. Et en plus, on est nombreux à aspirer à avoir des activités plus manuelles. Nous sommes donc allés chercher des maraîchers pour leur exposer une autre idée. Venir un jour par semaine, à tour de rôle, pendant 1 mois, sur leur exploitation, pour les aider et soutenir leur activité et se former. Nous avons rencontré Quentin le maraîcher et Marilyn Dessert de la Rosa qui ont tout de suite compris notre vision. Marilyn notamment souhaite créer davantage de liens entre le monde citadin un peu hors sol et le monde de la campagne. Ainsi, notre expérimentation de la polyactivité va débuter très prochainement, le mois prochain. Et nous allons venir à tour de rôle collectivement sur leur terrain. Pour nous, cette expérimentation n'est qu'un premier pas pour voir s'il est possible de pérenniser une telle organisation du travail et voir quelles questions cela soulève. Est-ce qu'un jour par semaine, ça va être suffisant ? Est-ce qu'il va être facile de jongler de notre activité principale à cette activité secondaire ? Est-ce que dans le cadre de l'agriculture, c'est plutôt un besoin ponctuel ou saisonnier qui va être nécessaire ? Attend-on une rémunération de cette seconde activité ? Ou au contraire, doit-on sortir du cadre du travail marchandisé ? Quel autre secteur la polyactivité peut adresser ? Et enfin, comment fait-on pour que la polyactivité devienne banale ? Et vous, 4 jours au bureau, 1 jour à la ferme, voire un mi-temps à la ferme, ça vous dit ? Donc, comme Clé vient de nous l'expliquer, au final, la polyactivité semble être une piste intéressante, mais nous sommes persuadés qu'il en existe encore beaucoup d'autres pour réussir à repolitiser le travail. Au niveau individuel, on peut passer à temps partiel, déjà, retrouver du temps ou s'investir dans une asso. Mais aussi bifurquer ou déserter, c'est un petit peu à la mode actuellement, pour participer à des jobs de sens ou en développer de nouveaux. Au final, pour que qu'il y ait une vraie dimension politique à nos actes à travers le travail, nous pensons qu'il faut absolument que cette modification, cette évolution, soit menée de manière collective. Donc déjà, ça pourrait être identifié tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin sociétalement, donc au niveau global, au niveau local ? Mais ça peut être aussi développer des nouvelles formes de technologie, comme les low-tech. Il faut également réorganiser le travail collectivement. Ça veut dire repenser à des reconversions massives si on a besoin. Penser à des programmes de formation, également à des mesures ambitieuses de diversification des entreprises. Ou encore réfléchir et réorganiser la gouvernance et les modèles de gouvernance des entreprises dans lesquelles nous évoluons. Au final, nous pensons qu'en synthèse, il nous suffit, entre guillemets, d'imaginer, de structurer de nouveaux modèles de développement, et bien sûr pas que économiques, comme celui dans lequel nous évoluons. Donc en conclusion, il nous semble que c'est en adaptant le travail et son organisation, en repolitisant bien sûr le travail,
et en retrouvant une juste place dans la toile du vivant, que nous retrouverons du sens, les pieds dans la terre et sur terre. Merci à toutes et à tous.